Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'évoquer avec vous les activités de l'Union européenne en matière sociale. Que fait l'Union européenne en matière sociale? L'Europe sociale est souvent évoquée, souvent débattue, critiquée, parfois louée, parfois applaudie. Mais que faut-il comprendre par Europe sociale? L'Europe sociale regroupe ou désigne l'ensemble des normes relevant de la politique sociale qui s'est petit à petit développée au sein de l'Union européenne. C'est donc un ensemble de mesures relatives au droit du travail, c'est-à-dire relevant du droit des salariés ou des travailleurs. C'est aussi le droit de la protection sociale et toutes les mesures relatives au droit de l'emploi. Comment ces mesures sont-elles nées et quelles sont les réalisations actuelles de cette fameuse Europe sociale? L'Europe dite sociale s'est construite progressivement. Les débuts ont été très modestes. Le traité fondateur de Rome de mars 1957 ne reconnaît en réalité aucune compétence aux institutions communautaires pour élaborer une politique sociale et proclamait toutefois la liberté de circulation des travailleurs et avec, pour éviter des distorsions de concurrence, la question de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins. Pourtant, au fil des années, lors des nombreuses révisions du traité, l'Europe sociale va petit à petit s'étoffer et prendre de l'ampleur. Cela signifie très concrètement que la communauté économique européenne va avoir des compétences spécifiques en matière sociale. Par plusieurs étapes, dont l'acte unique européen en 1986, mais aussi avec le traité de Maastricht en 1992, ou bien encore avec le traité d'Amsterdam en 1997. Parallèlement à ces révisions des traités fondateurs, ont été adoptées deux chartes, l'une en 1989 et surtout la plus célèbre, celle de décembre 2000, la charte dite des droits fondamentaux, laquelle proclame des droits des travailleurs applicables à tous les États membres. Le développement de l'Europe sociale est donc progressif, mais l'évolution et les progrès sont majeurs sous l'influence également de la Cour de justice de l'Union européenne qui a beaucoup œuvré. Aujourd'hui, avec le traité de Lisbonne, une nouvelle étape a été franchie. Une nouvelle étape a été franchie puisque les considérations sociales, selon le terme employé, les considérations sociales sont toutes les dispositions relatives au plein emploi, au progrès social, à la lutte contre les discriminations, l'égalité entre les hommes et les femmes, la justice et la protection sociale, relèvent d'un des objectifs de l'Union européenne. Cela signifie donc que, avec le traité de Rome en 1957, le progrès social était envisagé comme une retombée de la réussite de la politique économique commune, alors qu'aujourd'hui, ce progrès social est l'un des objectifs de l'Union. C'est si vrai que dans le traité de Lisbonne, qui régit aujourd'hui notre Union européenne, a été instaurée une clause sociale générale, une clause dite transversale, par laquelle aujourd'hui toute politique de l'Union, quel que soit son domaine, doit respecter les exigences sociales. Quel bilan peut-on maintenant poser au titre de cette Europe sociale? Quelle réalisation tout au long de ces années? De manière générale, il faut sans doute retenir que l'Union européenne a réussi à bâtir des règles pour améliorer la condition des salariés, des travailleurs, les protéger des risques professionnels, personnels, familiaux et économiques. Le but de l'Union européenne en matière sociale aujourd'hui, c'est d'harmoniser les droits nationaux, c'est-à-dire d'harmoniser les droits de chaque État membre dans un sens clairement affirmé, le progrès évidemment des droits des travailleurs. L'objectif n'est donc pas de faire en sorte que chaque État membre
disposent d'un même droit du travail, d'un même droit de la protection sociale, identique, mais de plutôt procéder à une harmonisation, c'est-à-dire à un rapprochement des législations. Ce rapprochement s'opère par l'adoption de règles communes, un socle donc de règles générales applicables dans chaque État membre et obligatoires pour chaque État membre. Comment cette harmonisation s'opère-t-elle? L'outil privilégié en matière sociale est la directive. De très nombreuses directives ont donc été adoptées depuis la création de l'Union européenne en matière de santé et sécurité des travailleurs, au titre des conditions de travail. Des règles importantes ont également été adoptées au titre de l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises, des règles relatives au travail à temps partiel, ou bien encore la protection des travailleurs en cas de restructuration, et puis et surtout de très nombreuses directives relatives à la condamnation des discriminations et à la mise en place de l'égalité de traitement homme-femme. Ces directives, elles sont obligatoires, c'est-à-dire que chaque État membre est tenu de les intégrer dans son propre droit national. C'est ce que l'on appelle la technique de la transposition. À défaut, les États membres peuvent être condamnés par la Cour de justice pour défaut de transposition, pour retard dans la transposition, ou bien encore pour transposition incomplète. Ces textes influencent donc clairement les droits nationaux. Reste que certains domaines ou certains thèmes continuent d'être hors compétence, selon l'expression de l'Union européenne. C'est le cas, par exemple, de la rémunération ou bien encore du droit de grève. Ces thèmes, évidemment, sont débattus au sein des instances, mais à l'heure actuelle, elles ne peuvent pas faire l'objet de directives ou, le cas échéant, de règlements. Il a été considéré que ces thèmes relevaient de très fortes distorsions, d'écarts entre États membres, et à l'heure actuelle, ces sujets donc ne peuvent être traités. De la même façon, mais selon une logique bien différente, très différente, l'Union européenne n'est pas compétente pour élaborer des textes au titre des régimes de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il n'existe donc pas une sécurité sociale européenne. En revanche, pour assurer l'efficacité de la circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne, a été mis en place de longue date, par règlement, un mécanisme jugé performant de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale. L'objectif étant que chaque travailleur qui circule au sein de l'Union européenne puisse toujours être rattaché à un régime national de sécurité sociale. L'ensemble de ce dispositif fait aujourd'hui une place remarquée aux partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, ce sont donc les représentants syndicaux des travailleurs d'une part et des employeurs d'autre part, qui sont aujourd'hui nécessairement consultés sur l'orientation en matière sociale et qui surtout participent aujourd'hui activement à la création des règles sociales, puisqu'ils ont la possibilité de conclure eux-mêmes des accords qui peuvent devenir obligatoires. C'est ainsi qu'en 1997, par exemple, un accord cadre a pu être conclu concernant le travail à temps partiel, ou bien encore en 1999 sur le contrat à durée déterminée. Côté salariés, toujours au titre de ces partenaires sociaux, est présente d'abord la Confédération européenne des syndicats, qui est une confédération très importante qui regroupe la plupart des organisations syndicales nationales, qui est aujourd'hui représentée par le Britannique John Monks. Et aux côtés de cette confédération siège également un syndicat catégoriel Eurocadre qui regroupe évidemment les organisations syndicales de salariés cadres. Côté employeur, il faut citer trois organisations. D'abord Business Europe,
qui regroupe les organisations patronales de la plupart des États membres, puis l'Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, et enfin le syndicat, le Centre européen des entreprises de participation publique. Ce sont donc l'ensemble des institutions de l'Union européenne et des partenaires sociaux, associés en outre à de nombreux comités spécifiques qui concourent au développement et à l'essor de l'Europe sociale.